Eh bien, maintenant, nous allons passer du réseau aux opérations. Ça va peut-être déplaire à nos autres collègues, mais c'est le cœur de la Banque de France. Plus que le réseau, c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui le dis, oui, oui, oui. Non, non, non. Le cœur, c'est le cœur, parce que c'est le cœur financier. Parce que la Banque de France, ça a été construit comme une opération, enfin, comme l'a bien rappelé au début, Mathieu et François et les autres, eh bien, c'est une opération financière, c'est-à-dire c'est un club privé de réescompte au début. C'est une société par action et qui vise à faire des profits. Et donc, mais comment la Banque de France faisait des profits? Alors, on va se partager, puisque le but de l'exercice aujourd'hui, c'est on fait dialoguer les époques, on va faire dialoguer les débuts avec l'actualité et avec donc les opérations actuellement. Alors, on s'est partagé avec Emmanuel en deux parties. Il y a un plan très très classique, avec chacun de nous aura une sous-partie. Donc, on va parler d'abord une première grande partie de l'évolution de l'escompte en 1800 et toute la partie, l'évolution au cours du XXe siècle, du XIXe et du XXe siècle, jusqu'à nos jours. 21e siècle. On s'est partagé simplement le deuxième millénaire pour moi et le troisième pour Emmanuel. Donc voilà, avec ensuite, donc c'est les deux sous-parties, et puis après, le deuxième volet, le deuxième axe, c'est l'émergence de la politique monétaire, parce qu'il va de soi que sous Napoléon, il n'y a pas de conscience de politique monétaire ni quoi que ce soit. C'est une fonction qui va émerger. Donc on alternera les prises de parole. Alors moi, je vais commencer par l'escompte et le réescompte de la masse de granit. Donc quand la Banque de France est créée en 1800, eh bien, comme ça a été montré, on ne parle pas de rien. Il y a d'une part l'exemple de la Banque d'Angleterre, 1694, et d'autre part la Caisse des comptes courants, qui est le prédécesseur de la Banque de France, qui existe déjà, qui est avec un business model avéré. Donc, je vais inverser l'ordre, je vais parler d'abord de 1803, même si chronologiquement, ce n'est pas immédiat, mais c'est la création du franc germinal. Autre masse de granit, le franc germinal qui est défini, c'est très simple. 1 franc égale 5 grammes d'argent et un rapport fixe entre l'or et l'argent de 15,5. C'est-à-dire que 1 gramme d'or vaut 15,5 grammes d'or. D'argent, merci. Vous avez tous suivi. Donc, avec ce rapport fixe, ce bimétallisme qui est très important, qui fait que on a, alors dans cette période-là, au début du XIXe siècle, c'est l'argent qui prédomine. C'est-à-dire que le Napoléon, la pièce emblématique de 20 francs qui pèse 6,50 grammes environ, donc vaut 20 francs, 6,50 grammes d'or, et la pièce d'argent emblématique, c'est l'écu de 5 francs, qui, vous l'avez bien calculé, 5 francs le gramme, et donc 5 grammes, ça fait 25 francs. 25 grammes. Et donc, oui, je suis d'accord, ce matin, c'est difficile pour les chiffres. Mais heureusement, Emmanuel est beaucoup plus forte que moi là-dessus. Donc, vous avez tout de suite vu le problème que quand vous avez 10 000 francs à payer, qui est une somme très importante, mais pour un industriel, ça n'a rien d'extraordinaire, eh bien, c'est 25 kilos. Donc, un paiement, c'est, vous avez à voiturer dans Paris, ça prend, alors les commissions, parce qu'il n'y a pas Brinks ou Loomis à l'époque, mais l'équivalent, c'était 0,5%, vous aviez des frais de transport de l'ordre de 0,5%, et le même sac d'argent, puisque les pièces, les écus étaient mises dans des sacs de 1000 francs, d'où l'expression un sac, et ça date de ça, le même sac, il faisait 3 fois ou 4 fois le même tour de Paris sans être ouvert puisqu'il était scellé, donc il n'y avait pas besoin de recompter à chaque fois, et c'est là qu'arrive la Banque de France qui
utilise son business model classique, qui avait été celui de la Banque d'Angleterre, celui de la Caisse des comptes courants, qui va proposer des billets. Ces billets sont de 1000 francs ou de 500 francs, c'est-à-dire la dénomination des sacs, et ils sont payables à vue. C'est-à-dire que c'est sans délai au comptoir de la Banque de France, au porteur, c'est pas nominatif, et en espèces. Donc, c'est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus utile pour transporter un billet, de le mettre, pour payer, d'utiliser un billet qu'un sac d'espèces. Voilà, donc ça, c'est le billet. Maintenant, l'escompte, qui est la contrepartie exacte du billet. Alors, l'escompte, c'est très simple. C'est les effets de commerce. Alors, je vais passer ici la note du bureau de l'escompte. C'est un monument administratif qui explique, mais je vais passer directement à ceci, qui est, alors, c'est une petite vidéo qui ne date pas de l'Empire, vous l'avez deviné, mais qui date d'il y a exactement 99 ans. Elle date de 1926 et elle explique ceci. Alors, si ça passe, alors, est-ce que... Aïe. Bon, alors, petit incident technique, c'est pour expliquer le mécanisme de l'escompte. C'est-à-dire que c'est les effets de commerce. Vous savez tous ce que c'est qu'un effet de commerce, c'est-à-dire que c'est une traite, généralement à une échéance donnée, qui fait qu'un fabricant donc, va payer son fournisseur, mais il ne peut pas les payer au comptant, parce que les espèces sont rares, qui ne va pas être encore payé, il n'aura pas encore ses recettes. Donc, il va lui faire une promesse de paiement à généralement 90 jours, de dire « je vous paierai à terme, 90 jours, la somme que je vous dois ». Et il le signe et il s'engage. La personne qui le reçoit peut tout à fait soit le réutiliser pour payer à quelqu'un d'autre, c'est le même effet, donc ça va être une transmission d'endo, alors il va y avoir une chaîne, donc c'est A qui doit à B, qui va devoir à C, etc. Et à l'échéance, la personne ira chez l'émetteur se faire payer. Sinon, la personne qui a été payée peut avoir besoin de liquidité. Et dans ce cas-là, elle va aller voir un banquier, un notaire, quelqu'un, escompter cet effet de commerce, c'est-à-dire avoir une avance dessus. Va le céder à l'escompteur, et donc qui va bien sûr ne pas le faire gratuitement, elle va le faire avec une commission, ça va être le taux de l'escompte, le fameux taux de l'escompte, et va être payé en pièces sonnantes et trébuchantes. Et c'est là qu'arrive la Banque de France et les banques d'émission, plutôt que de payer en espèces sonnantes et trébuchantes, ça veut dire un capital immobilisé, la Banque de France va payer en billets qui sont parfaitement substituables en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, grâce à ça, il n'y a pas de capital immobilisé. Ensuite, il y a cette innovation financière qui fait qu'il est beaucoup plus commode d'utiliser des billets que d'utiliser des espèces. Et voilà donc le mécanisme de l'escompte. La Banque de France donc, va mettre à l'actif les titres qu'elle va avoir escomptés, donc dans son portefeuille, qu'elle ira encaisser à l'échéance, et au passif, ses billets qu'elle a émis. Alors, est-ce que... Pas encore. C'est en route. Pour aller à l'échéance, encaisser les effets de commerce. Eh bien, il y a tout un personnel, à l'époque, au XIXe siècle, c'est entre 20% du personnel de la Banque de France, ce sont des agents de recettes. Alors, les agents de recettes sont des gens honnêtes, par définition, puisqu'ils vont parcourir tout Paris et après toutes les succursales pour aller présenter au jour de l'échéance la traite, l'effet de commerce, et se faire payer soit en billets de la Banque de France, soit en espèces, en Napoléon et en écus de 5 francs. Ils ont, alors,
deux attributs. Le premier attribut, c'est le portefeuille. Alors, ce portefeuille sert à classer les effets de commerce. Oui, il est vide. Les effets de commerce ont été... on ne les conservait pas, puisqu'ils étaient ils étaient échangés contre les espèces, donc ça s'arrêtait là. Donc, ils étaient classés par ordre, et l'agent de recette les venait. Ensuite, le deuxième attribut, c'est le bicorne. Oh, non, 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 non. Il ne peut y avoir que Thierry. Ah si, alors le prince. Ah le prince, ah le prince. Bon, voilà. C'est le bicorne des agents de recette. Bicorne qui permettait de les reconnaître. Alors, il a probablement dès la création de la banque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, probablement. On n'a pas. Alors, pour les amateurs de bande dessinée, il y a dans Black et Mortimer, dans SOS Météore, qui date de 1951, il y a un agent de recette de la Banque de France qui est représenté avec son bicorne. Alors, est-ce un anachronisme ou une survivance du passé? On ne sait pas. Mais en tout cas, le bicorne des agents de recette était un signe distinctif. Il présentait, d'une part, il garantissait l'authenticité du présentateur, et d'autre part, il permettait d'éviter que les agents de recette se trouvent dans des lieux louches, parce que toutes les maisons de mauvaise réputation du quartier de la Banque avaient reçu interdiction de recevoir les agents de recette, de même que les troquets. Donc, c'était une garantie aussi peut-être pas de moralité, mais en tout cas de bon fonctionnement du service. Alors, je crois que manifestement, on n'arrivera pas à passer la vidéo. Alors, je vais juste après évoquer l'évolution de la fonction des opérations. Il y a les avances sur titres, l'open market, etc. Juste passer, voilà, les avances sur titres en 1848. En partir en 1925, après la fin du franc germinal, eh bien, on intervient sur l'échange, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le franc germinal, il n'y a plus la fixité hors du franc, et donc il fluctue en fonction du cours du jour vis-à-vis de la livre, vis-à-vis du dollar, et c'est là qu'on va créer les premiers bureaux d'échange, enfin sa première salle des marchés. En 1938, création de l'open market. 1973, fin de l'escompte direct, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus d'effets de commerce directement de présentateurs, mais mais seulement de banques. Et puis après, passage à l'euro. Alors, je vais passer la parole à Emmanuel en montrant, donc juste pour rappeler voilà, c'est ce qui est intéressant. Vous avez ici, c'est un peu les évolutions, c'est absolument illisible, c'est un plan de métro avec les correspondances, c'est-à-dire c'est l'évolution des fonctions de la Banque de France, avec tout en haut les quelques fonctions, et puis après, vous voyez toute la création de nouvelles fonctions. Alors, en gros, vous avez ici, c'est la DGSO, qui est l'héritière de la recette en ville, de la caisse, de l'escompte, avec tout l'échange créé dans les années 1925, je vous disais, la direction du marché monétaire en 68, des moyens de paiement, et la stabilité financière. Emmanuel, je te passe la parole. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous, Emmanuelle Asson, directrice générale de la stabilité financière et des opérations. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager les ruptures et les continuités de la Banque de France à travers les âges. Et il y a beaucoup de continuités en réalité. L'escompte que décrivait si bien Arnaud, eh bien, ça reste un élément fondamental de notre politique monétaire. Alors peut-être pour recadrer les choses de façon très
global et un petit peu en prenant un pas de recul, la politique monétaire, vous savez qu'elle s'exerce dans le cadre de l'eurosystème autour de la Banque centrale européenne depuis maintenant plus de 25 ans, avec les banques centrales nationales qui se sont partie prenante à cet eurosystème. Et le mandat essentiel, premier et unique de l'eurosystème, c'est celui de la stabilité des prix, avec des mandats qui viennent s'agréger autour de celui-ci, et notamment celui de la stabilité financière, qui est un prérequis à la stabilité monétaire. Et la stabilité des prix, la Banque centrale européenne et l'eurosystème l'a définie autour d'une cible de 2%. Ça a fait l'objet d'une revue stratégique en 2021. Et ce 2% d'évolution des prix, de l'indice des prix à la consommation au niveau de l'eurosystème, donc de la zone euro, eh bien, c'est l'objectif que nous devons atteindre par les différents moyens qui sont mis à disposition de la Banque centrale au titre de la politique monétaire. Et parmi les moyens, eh bien, les moyens, c'est celui de notamment la fourniture de monnaie centrale avec des opérations d'injection de liquidités dans l'économie réelle et qui passent par des opérations de crédit des banques centrales nationales auprès de leurs banques commerciales, qui sont les contreparties de politique monétaire, à charge pour les banques commerciales, bien entendu, d'octroyer le crédit à l'économie réelle. Donc on a des opérations d'injection de liquidités, de fourniture de monnaie centrale via les banques commerciales, qui sont d'abord, historiquement, et structurellement pendant très longtemps, jusqu'en 2014, la source unique de liquidité. Et ça passe par quoi? Ça passe par du crédit contre remise de collatéral. Et là, vous voyez la continuité avec ce que la Banque de France a pu faire toutes les dizaines d'années qui précèdent depuis l'origine avec l'escompte. Le crédit, il est remis contre collatéral. Alors le collatéral, ça doit être un collatéral de très grande qualité, liquide, qui doit pouvoir être normalement négociable, mais là je vais opérer un tout petit écart. Et donc le collatéral naturel, ça va être des titres obligataires émis par l'État, par exemple, ça va être des titres obligataires émis par les entreprises, mais je vais revenir dessus. Et puis, ça va être aussi des créances privées. Et là, on revient directement à notre source, ce qui est l'escompte. Puis, il y a aussi des opérations de financement où on fournit de la monnaie centrale qui sont plus récentes, avec les achats de titres qu'on a opérés à partir de 2014, dans un contexte où l'inflation était très basse, les taux d'intérêt avaient été baissés de façon très importante, à un niveau négatif, nul ou négatif, et qu'on ne pouvait plus aller au-delà, s'enliser davantage dans un territoire négatif. Il y avait une forme d'inefficacité de la politique monétaire associée à cette limite zéro du taux d'intérêt. Et donc, on a commencé à procéder à des injections de liquidité en achetant directement des titres. D'abord des titres obligataires privés, ensuite des titres d'État. Et je vais continuer un peu après pour vous montrer ce que ça donne sur un bilan de banque. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est à l'actif, les opérations de crédit, les opérations de titres pour injecter de la liquidité, les opérations d'achat de titres. Et de l'autre côté, on a un passif qui est notamment en grande partie constitué des dépôts des banques commerciales qui sont nos contreparties de politique monétaire et qui sont d'abord constitués de réserves obligatoires, là-bas au milieu du passif en jaune, qui constitue aussi un instrument de réserve obligatoire pour forcer les banques commerciales à être en banque, forcer dans un monde où il n'y a pas d'excès de liquidité à créer un déficit de liquidité pour forcer les banques commerciales à venir emprunter auprès de la Banque centrale pour s'assurer que le taux d'intérêt fixé par la Banque centrale sur ces opérations de fourniture de liquidité ont un effet.
l'effet marginal du besoin de liquidité qui s'exerce via la constitution de ces réserves obligatoires auprès de la Banque centrale et qui permettent de, du coup, fixer le tempo et le taux pour le reste de l'économie. Alors ça, c'est les premières réserves et c'est les premiers comptes que les banques commerciales ont auprès de la Banque centrale, mais elles ont aussi leurs comptes on va dire, de dépôt normal de banques commerciales auprès de la Banque centrale, qui est leur banquier. Et ce compte de dépôt normal, il a été augmenté énormément au cours des dernières années, depuis 2014, avec une situation de surliquidité et la constitution donc, de réserves excédentaires des banques commerciales auprès de la Banque centrale, qui sont fortement positives. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des opérations de financement, d'injection de la liquidité. Donc, à l'actif, vous voyez tout en haut les opérations de refinancement, qui sont les opérations de crédit, qui actuellement représentent à peu près 97 milliards. Quoi. Actuellement, c'était il y a... tiens, ce sont des vieilles données, mais ça relève de la publication des comptes de fin 2023. Donc, c'est un peu moins aujourd'hui. Et les programmes d'achat qui, vous voyez, sont 10 fois plus importantes que les opérations de fourniture de liquidités. Programmes d'achat qui sont essentiellement constitués d'achats de titres d'État. Et donc, pour la Banque de France, à un certain moment, on a détenu 20% de la dette publique française sur notre bilan au titre de cette politique de fourniture de liquidités par des achats de titres. Je laisse de côté les autres aspects grisés qui sont d'importance un peu moindre, même si Eric me contredira, parce qu'on a une grosse partie de notre passif qui est associé aux billets en circulation et qui structurellement, depuis tout temps, constitue une grosse partie de la demande de liquidité des banques commerciales et qui explique aussi en partie pourquoi les banques commerciales viennent aux opérations de crédit de refinancement pour pouvoir acquérir ces billets auprès de la Banque centrale. Sachant que la dernière ligne, j'ai dit que j'en parlais pas, mais du coup j'en parle beaucoup, la ligne qui est juste en dessous, sur les dépôts gouvernementaux, a vocation à être minime. Vous savez qu'on tient le compte unique du Trésor. Nous sommes le banquier de l'État. Mais on est un banquier qui n'aime pas du tout avoir des dépôts de son client principal, parce que tout dépôt qui rentre chez nous, c'est autant de liquidité qui n'est pas dans l'économie réelle, puisqu'on détruit la monnaie dès lors qu'elle est sur notre bilan, elle ne circule plus dans l'économie réelle et chez les banques commerciales et auprès de leurs clients. Et donc on veut minimiser cette part de stérilisation de la liquidité en mettant un plafond assez strict au dépôt que l'État a vocation à déposer chez nous. Au fond, et donc, il y a des formes de pénalités qui les forcent à replacer dans le marché. Je m'arrête là sur le gris parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Alors, tout à l'heure, je disais les opérations de financement de tout ce passif-là, il est financé par des opérations initialement qui n'étaient que les opérations de refinancement, les opérations de crédit. Et les opérations de crédit, elles sont systématiquement, ça fait partie de notre gestion sécurisée, saine, etc., elles sont systématiquement collatéralisées. Collatéral, ça veut dire quoi? Je prends une garantie. Une hypothèque immobilière, c'est une garantie. Eh bien, idem pour la Banque centrale, elle n'octroie de crédit aux contreparties de politique monétaire que parce qu'elles sont à même d'apporter en contrepartie une garantie. Alors, ce n'est pas n'importe quelle garantie. On ne va pas prendre, par exemple, des biens, des baux, des vaches, des veaux, des cochons. On ne prend que des actifs financiers. Alors, avec un tout petit peu de subtilité. Parce que là, vous avez toute une longue liste que je ne vais pas énumérer, mais vous voyez que ce sont essentiellement des titres obligataires, l'essentiel de ce qu'il y a sous la grosse barre rouge au sommet, des titres obligataires d'État, d'entreprises, même de banques, dès lors qu'elles sont collatéralisées, par exemple, par des prêts immobiliers. Pas d'actions. Trop volatile, pas suffisamment stable, ce n'est pas des titres qui rapportent des intérêts, etc. Donc ça, on ne prend pas. Mais
ce qu'on aime beaucoup, et particulièrement la Banque de France, c'est prendre des créances privées. C'est quoi? C'est les crédits que les banques octroient à l'économie réelle, et tout particulièrement aux entreprises non financières. Et ça, on est dans la continuité directe de l'escompte, puisque la banque vient escompter auprès de la Banque centrale les crédits qu'elle a distribués à l'économie réelle. Alors c'est sous couvert, bien entendu, d'une bonne qualité de ce crédit. Et là, c'est les équipes d'Hervé qui, sur tout le territoire de cette masse de granit, opèrent une cotation qui permet de savoir qu'on ne prend que les crédits les mieux notés. On ne prend pas les crédits immobiliers des individus, des ménages, parce que c'est trop granulaire, parce que justement cette cotation c'est plus difficile à faire, etc. Même si on a pu le faire de façon dérogatoire dans les moments de crise. Et ça permet d'augmenter très très sensiblement le collatéral et la capacité de refinancement auprès de la Banque centrale. Alors c'est le cas de la Banque de France, c'est le cas d'autres banques centrales de l'eurosystème, mais ce n'est pas le cas systématiquement dans l'eurosystème, puisque nous ne sommes que 8 banques centrales à offrir cette possibilité que nos banques françaises adorent, et à juste titre, parce que ces créances qu'elles ont sur les entreprises non financières, elles ne sont pas mobilisables autrement, elles ne sont pas valorisables à leur bilan autrement que par cette escompte auprès de la Banque centrale. Alors, je vais peut-être finir sur cette partie-là pour peut-être, et je suis désolée parce que c'était un peu un clin d'œil à la vidéo qu'on va voir. Ah bah voilà, bah ça tombe. Ah voilà, maintenant. Super. C'est une vidéo sans parole. Alors, il y avait une petite musique qui était d'époque. Voilà. Ça, c'est Monsieur Durand, donc voilà, négociant en tissu. En tissu. Bon, bah alors, on va faire du retour vers le futur. Je commence par l'actualité. Alors, si on voulait vous parler de montrer la vidéo et ensuite, moi, vous parler un petit peu des systèmes de paiement, c'était pour dire combien on avait évolué en termes de capacité entre les sacs et les 25 kilos que représentent les 10 000 francs versus ces portefeuilles et qu'on va voir un petit peu se déployer dans Paris sur la vidéo. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de HDMI. Il n'y a pas de HDMI voilà. pour portefeuille. Bon. Les équipes, maintenant, c'est un système de paiement qui est complètement mutualisé, qu'on appelle Target 2, sur l'ensemble de l'eurosystème, et qui permet de faire tourner, ne serait-ce que sur la composante française de Target 2, donc les paiements interbancaires qui sont réalisés par les banques contreparties de politique monétaire en France et vis-à-vis de leurs homologues en zone euro. C'est à peu près c'est le PIB de la France qui fait l'objet de paiements Target 2 tous les 2 jours. C'est ça, cette volumétrie. C'est une volumétrie qui fait que certains paiements peuvent atteindre, bien entendu, unitairement plusieurs milliards et qu'ils sont exécutés en l'espace de quelques secondes. Et donc, c'est une plateforme que la Banque centrale européenne, l'Eurosystème, a développée pour faire en sorte que l'ensemble des paiements interbancaires et que finalement l'Europe des paiements au niveau des marchés financiers et interbancaires soit le plus unifié possible. Et donc, c'est les masses considérables de valeur que je vous décrivais et que je vais vous présenter ensuite, voilà. après que la vidéo aura été passée.
Et donc, ça continue à se passer exactement comme ça. Une opération de crédit, c'est à 1 semaine, par exemple, ou à 3 mois. La Banque centrale, la Banque de France, prête à la contrepartie qui elle-même apporte sa garantie en collatéral. Et à l'issue du prêt, bien entendu, il y a remboursement et dénouement en restitution de la garantie. Alors, peut-être juste pour finir sur le caractère un peu moins, on va dire, moins de bus, moins de tricornes, moins de portefeuilles et moins de personnes. On a donc ce système de paiement qui permet d'intégrer vraiment la zone euro, parce que finalement, toutes les banques commerciales de l'eurosystème, qui sont aussi les contreparties de politique monétaire, ont le même banquier. Les banques centrales nationales, qui sont fédérés autour de ce système de paiement Target 2. Et donc, avoir le même banquier, ça facilite évidemment les échanges. Et c'est l'instantanéité dont je vous parlais et qui a vocation à faire l'objet d'évolutions supplémentaires avec les nouvelles technologies. Mais là, ce serait encore une autre conférence. Et donc, je ne vais pas parler du futur. Je te rends la parole, Arnaud. Le deuxième volet, c'est la politique monétaire. Donc, qui de mieux que Napoléon pouvait définir la politique monétaire. Et je ne saurais trop vous renvoyer à sa définition. Monsieur le comte Molien, ce que vous devez dire au gouverneur de la Banque de France, c'est qu'ils doivent écrire en lettres d'or dans le lieu de leurs assemblées ces mots: quel est le but de la Banque de France? D'escompter les crédits de toutes les maisons de commerce de France à 4% par an. 4% par an, le taux immuable qui avait été déterminé par Napoléon. Donc la politique monétaire était assez simple. Il n'y avait pas de règle de Taylor, il n'y avait pas d'inflation. Alors c'est la note du Havre, je crois. Alors si on regarde sur l'évolution, donc dans les premières années, les toutes premières années avant que l'empereur fasse la première nationalisation de la banque et nomme son gouverneur, on était à 6%. Alors 6% était la limite maximale, parce qu'à cette époque-là, il y avait l'usure, c'est-à-dire il y avait une interdiction non seulement morale, mais légale, d'uso de l'usure, qui était de 6%, 1,5% par mois. Et donc, très rapidement, sous les conseils éclairés de l'empereur, pour ne pas dire les injonctions, le taux baisse à 4%. Et puis après, il y a quelques petits événements, mais ça, les historiens de l'Empire les auront tout de suite reconnus, qui se passent entre les années 1810 et 1820. Et donc le taux remonte pour ensuite rester extrêmement stable. Juste un petit pic en 1848, mais c'est après, avec l'extension de la banque, et du rôle de la banque, que et l'interconnexion internationale des banques centrales, que les événements en Angleterre vont faire qu'il va y avoir des répercussions et que les réserves d'or de la Banque de France vont se vider parce qu'il y a de la spéculation et on va se reporter sur la livre. Et donc, la règle classique dans ces cas-là, c'est de monter le taux d'intérêt. Alors, les régents obtiennent et le gouverneur une modification de la loi à partir de 1857 pour que le plafond de 6% ne soit plus un vrai plafond, mais que ça soit seulement une pénalité. C'est-à-dire qu'au-delà de 6%, la Banque de France doit reverser à l'État une taxe pour éviter qu'elle ne s'enrichisse indûment en cas de difficulté. Et puis après, il y a une forte variabilité. On suit l'exemple de la Banque d'Angleterre. Après, à nouveau, une période de calme. Puis après, à nouveau, pendant l'entre-deux-guerres, mais ça, c'est la fin. On a changé de régime monétaire puisqu'on a perdu, on n'est plus dans l'étalon or. Et, les guerres. Je vous passe la reconstruction avec une période de répression financière, c'est-à-dire que les taux sont anormalement bas, puisque en fait c'est une subvention à l'économie, puisque le taux d'intérêt réel est négatif. Et ce n'est qu'à partir des années 1960 qu'on a à peu près une certaine vérité des prix. Et on arrive dans les années, à
à la fin de Bretton Woods et le premier choc pétrolier, avec une très forte remontée de l'inflation et un changement de la politique monétaire. Là, on fait vraiment le pilotage par la masse monétaire. C'est là qu'apparaissent non plus les masses de granit, mais les masses monétaires qu'a évoqué ce matin le gouverneur, avec un M1, M2, M3, bien connus des économistes. Et puis, dans les années 80, sous l'influence de la Fed, les taux explosent. Je vais m'arrêter là pour ce bref panorama, pour ensuite repasser la parole à Emmanuel. Donc, et merci beaucoup. Donc, dans la suite du graphique précédent d'Arnaud, bien entendu, compte tenu de l'objectif assigné à l'eurosystème, à la Banque Centrale Européenne, de maintenir la stabilité des prix autour de 2%, j'ai mis ici ce qui s'est passé au titre de cette mission, avec en rouge le taux d'inflation qui constitue la cible de l'eurosystème au titre de la politique monétaire, et qui, pendant très 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 longtemps, au moins jusqu'en 2010, est resté, comme vous le voyez sur la première partie, le premier tiers de ce graphique, à osciller autour de 2%. Donc, une belle action et un objectif rempli de la part de la jeune politique monétaire commune. Entre 1999 et finalement presque 2008. Et comme vous le voyez sur ce graphique-là, il y a des oscillations des taux directeurs, le MRO étant l'opération principale de refinancement, qui est le taux auquel les banques empruntent, et le DFR étant le taux de la facilité de dépôt, étant le taux auquel les banques déposent leur argent auprès de la banque centrale, de leurs banquiers. Et donc ces oscillations et cette variation du taux de refinancement qui a permis d'ancrer autour de 2% ce taux d'inflation. Et la rupture intervient en 2008-2009 avec la grande crise financière, donc la faillite de Lehman Brothers et l'ensemble des convenus, y compris sur la crise de la dette de la zone euro, qui en suivi, avec une dislocation des marchés monétaires, et qui ont créé de fortes perturbations dans notre capacité à maintenir de façon correcte cette inflation sur le niveau assigné par le traité de l'Union européenne. Et c'est là que la direction générale que je dirige devient ou s'enrichit d'une dimension de stabilité financière, car ce type de vent contraire, jusqu'à présent, on ne les avait pas subis, et on voit qu'il faut renforcer notamment la résilience de notre environnement financier global pour être sûr que notre politique monétaire puisse se faire dans les meilleures conditions. Alors, c'est quand même pas chose exactement nouvelle, parce qu'en réalité, depuis plusieurs dizaines d'années, d'ores et déjà, la Banque de France s'était vue confier une mission complémentaire qui était celle de la surveillance, de la supervision des banques. Et si la Banque de France a maintenant dans son giron l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, puisque tous les superviseurs des banques et des assurances sont partis de la Banque de France, même prêtés à l'institution, à l'autorité indépendante qui est la CPR, c'est bien parce qu'on a besoin, au titre de la politique monétaire, de s'assurer que nos taux contrepartie de politique monétaire et que ceux qui prêtent à l'économie réelle, et qui sont un maillon absolument critique et essentiel et systémique de l'ensemble économique de notre écosystème, eh bien, s'assurer que nos contreparties de politique monétaire sont stables, fiables, de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on les supervise, et c'est pour ça qu'il y a de la réglementation, et c'est pour ça que les institutions financières sont plus particulièrement réglementées, parce qu'elles ont un rôle essentiel en termes de capacité des autres secteurs économiques à pouvoir fonctionner. Sans financement,
difficultés de développement ou difficultés d'activité, qui a bien entendu des effets qu'on appelle systémiques. Donc, on a commencé par la supervision et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait aller au-delà de la supervision des banques et des assurances et avoir aussi une approche un peu plus macro, systémique, pour s'assurer que même les marchés financiers ou certaines opérations un peu plus transversales, pas simplement la santé individuelle de chacune des banques au titre de critères de liquidité ou de capital, étaient bien respectées. Donc c'est cet enrichissement de la stabilité financière qui s'explique par aussi cet effet de décrochage ou en tout cas de difficulté à maintenir l'inflation sur les bons niveaux cibles. Et comme vous le voyez, les effets ont duré très longtemps, puisqu'à partir de 2010 jusqu'en 2021, l'inflation, elle s'est éloignée de notre cible de 2%, avec une politique qui a été d'abord une politique de taux zéro, qui nous a amené vers un taux zéro, c'est-à-dire que les banques empruntaient auprès de la Banque centrale à zéro, voire de façon négative. Tout ça pour injecter du financement dans l'économie de la façon la plus forte possible. Puis quand on est arrivé à 0% sur les taux d'intérêt, on l'a additionné d'une politique d'injection de liquidité via les achats de titres dont je vous parlais tout à l'heure et qui ont conduit, comme vous le voyez ici, à augmenter l'excès de liquidité que les banques détiennent auprès de la Banque centrale, donc dans leur compte courant, on va dire, à près de 4 500 milliards, plus de 4 500 milliards au pic en 2022. 4 500 milliards, c'est pas tout à fait 2 fois le PIB de la France, mais presque, que les banques commerciales de l'eurosystème, de l'euro, de la zone euro, détenaient auprès, en cash, en liquidité, auprès des banques centrales. Et c'est ce qu'on avait décidé comme politique pour faire en sorte que l'inflation remonte proche de 2%. Surprise, 2021-2022, l'inflation, compte tenu de la pandémie et d'autres facteurs associés à des perturbations de la chaîne de valeur, je vous ne l'explique pas, vous l'avez vécu comme moi, est remontée à plus de 10% au niveau de l'inflation, avec une réaction importante et forte, la plus forte qu'on ait jamais eue. Vous voyez la pente là des taux directeurs en 2022, où on est passé de 0,5% à 4% de taux d'intérêt pour les opérations de financement en l'espace de quelques mois, ce qui ne s'était jamais produit précédemment. Mais pour la plus grande satisfaction de tous, de chacun ici et de tous en tant que banque centrale, un retour que le gouverneur a dû mentionner tout à l'heure dans son discours à la cible d'inflation qui maintenant paraît acquis. Alors, je vais faire un tout petit dernier détour pour ma part via une autre dimension qui est intéressante et dont on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup de la liquidité, mais on n'a pas beaucoup parlé du taux de change. Or, dans les moments un petit peu périlleux, notamment de l'entre-deux-guerres, la dimension taux de change était absolument critique pour expliquer les variations du taux d'intérêt de la politique monétaire. Alors, c'est beaucoup moins le cas maintenant. On est dans un système de change flottant. Il n'y a plus les dimensions de sauvegarde du taux de change, même si ça fait partie, bien entendu, des éléments qui influencent beaucoup l'inflation, puisque un taux de change, 1 euro fort, c'est de l'inflation, de la déflation importée, quoi. C'est de nature à diminuer notre activité et donc à diminuer l'inflation. En revanche, 1 euro faible, c'est de nature à soutenir les exportations, donc l'activité, donc éventuellement à créer une forme d'ébullition de nature à augmenter l'inflation. Donc le taux de change, nos collègues économistes ne peuvent pas l'ignorer. Ça fait partie des variables importantes pour faire les projections et pour tenir compte et pour définir la politique monétaire. Le taux de change, si on a du taux de change, si on regarde le change, c'est qu'à un certain moment, il peut y avoir des dysfonctionnements sur le marché des changes, on l'a vu à plusieurs reprises, et qui peuvent conduire la Banque centrale, pour les besoins de la politique monétaire, et notamment sa cible d'inflation, à intervenir sur le taux de change, parce qu'il y aurait
un désalignement complètement irrationnel par rapport à un niveau approprié qui aurait soit des effets inflationnistes, soit des effets déflationnistes. Et donc c'est pour ça qu'on détient que la Banque de France a une salle des marchés qui gère des réserves de change. Au départ, c'était ça aussi. Et des réserves de change dont la définition est marquée ici, ce sont des avoirs en devises ou en or, ça c'est de façon traditionnelle, détenus par les banques centrales, qui, pour le compte de l'État, mais qui sont notre propriété, et qui ont vocation à être utilisés notamment pour piloter le cours de change s'il y a un désalignement. Dans certains pays, mais ce n'est pas le cas des pays développés, pour faire face à un déficit de la balance des paiements et donc pouvoir acheter des biens qui sont importés quand il n'y a pas suffisamment de ressources financières en devises au titre des exportations, et puis éventuellement pour fournir tout simplement de la liquidité en cas de déficit de devises pour le marché, notamment pour ces mêmes importations. Donc nos devises à nous, on en a, elles sont mutualisées au niveau de la Banque Centrale Européenne, puisque la politique monétaire, elles sont européennes, elles sont mutualisées en partie. Donc la BCE a des dollars et du yen qui ont été apportés dans le panier de départ, de démarrage de l'eurosystème par les différentes banques centrales nationales. Donc on a pris sur nos réserves et puis nous on a continué à en avoir, on en a en réserve et elles sont investies dans des titres très liquides ou dans des comptes à vue parce que des réserves, il faut pouvoir les mobiliser. Alors, nos réserves, je vous le mets ici parce que ça fait partie des publications qu'on fait tous les ans. Elles sont d'abord en dollars américains, qui est la principale devise du commerce international. Alors, vous voyez ici que là, c'est le poids relatif du dollar américain a fortement diminué en 2022 et 2023. Ça n'a pas encore été publié pour 2024, donc désolé, ça le sera bientôt. Mais il n'y a pas, je dois avouer qu'il n'y a pas de grand changement, ne le dites à personne, mais voilà, par rapport à 2023. Donc du dollar américain, parce que c'est la principale devise de commerce international. On a aussi du dollar australien et du dollar canadien, parce que au-delà de la liquidité, on a besoin d'avoir un peu de retour sur investissement pour pouvoir financer notre activité. Ça, c'est notre bilan et ces actifs permettent de financer le fonctionnement et les investissements de la Banque de France en tant qu'entreprise. Et puis, on se diversifie depuis quelques années vers des économies, notamment asiatiques, qui représentent une partie de plus en plus importante de l'économie mondiale. Et notamment ici, vous voyez qu'on a 6% en fin 2023 de devises sud-coréennes. Et puis, on est engagé, bien entendu, dans le multilatéralisme sous l'égide du FMI, qui émet des droits de tirage spéciaux pour financer les différents programmes. Et donc, on a un accord automatique de prendre ces DTS au bilan. Donc, ce qui régit nos réserves, c'est le besoin d'intervention, donc le fait d'avoir des actifs liquides de grande qualité, mais qui quand même, néanmoins, nous permettent de nous fournir des revenus. Alors, la dernière fois où nous sommes intervenus sur le marché des changes, c'était à la demande de la Banque centrale du Japon en 2011, là où le yen s'appréciait trop fortement et donc ça étranglait l'économie japonaise. Et donc, c'était une intervention coordonnée. Le fait de l'intervention, c'est pas tant d'opérer. Donc là, en l'occurrence, nous avons vendu des yens à la demande dans le marché, à la demande de la Banque du Japon. Et nous avons dit, nous vendons des yens dans le cadre d'une intervention coordonnée. Il faut le dire, l'expliciter. Le fait de faire, c'est une chose. Le fait de le dire et de l'amplifier, de le communiquer, c'est une autre. Et c'est un vecteur d'amplification. Et c'est bien la dernière fois où nous avons où nous sommes intervenus. La fois précédente, c'était massif, et c'est quand l'euro-dollar, l'euro était très faible face au dollar, avait atteint un niveau de 0,80, c'était du côté des années tout début 2000, 2001, 2000 même je crois, et là c'était aussi source d'inflation, et donc il fallait réguler la chose pour limiter le choc sur notre cible monétaire.
Dernier point, parce que là, il faut toujours parler un tout petit peu d'or, monseigneur. On n'a plus depuis longtemps, bien entendu, les talons or, mais on a toujours de l'or. L'or qu'on a en termes de réserve, c'est l'or qui constituait finalement la contrepartie de nos réserves en dollars dans les années 60, que le général de Gaulle a décidé, là je parle sous le contrôle d'Arnaud, qui est le grand spécialiste mondial de la question, que le général de Gaulle a décidé de rapatrier parce qu'il valait mieux avoir de l'or que du dollar. Et donc nous avons depuis lors, et à partir de 1900, on va dire 65 notamment, le stock d'or qui est le nôtre, à peu près 2500 tonnes d'or, et qui sont 28 mètres sous vos pieds, ici même. Pour rajouter, l'auditorium est suspendu, mais donc c'est... Allez, on va être à 30 mètres sous vos pieds. Voilà. Avec des actifs d'or qui n'ont jamais rien rapporté. L'or, c'est que du coup, chez Eric qui le conserve pieusement dans cette belle souterraine qui nous coûte de l'argent parce que c'est quand même une grosse structure, une belle structure qui avait reçu le prix de l'architecture en son temps, en 1937. Donc c'est quelque chose de beau à voir. Mais c'est un actif qui ne rapporte rien, zéro, puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt. La seule valeur de l'or, c'est sa capacité d'appréciation en cas de crise, qui malheureusement ne fait que se confirmer au fur et à mesure des années, et encore tout récemment, avec un cours de l'or qui a progressé de 35% en 2024, peut-être signe que nous étions déjà fortement en crise, et qui continue à progresser au-delà de 3000 $ l'once au cours des derniers jours. Et on peut dire que nous sommes en crise. Alors que jusqu'au début des années 2000, le cours de l'or avait du mal à augmenter au-delà de 200, 300, 400 $. Et une fois qu'il a augmenté au-delà de 300, 400 $, on s'est dit « Ah, il y a beaucoup de valeur à prendre parce qu'il était resté très longtemps à 200 $. Et par exemple, la Banque d'Angleterre a vendu à peu près, même un peu avant, à cette époque-là, tout son or en considérant qu'elle avait fait une bonne opération. Alors on ne peut pas dire à 40 ans de distance que ce n'était pas le cas, parce que c'est bien trop facile, ça s'appelle du backtrading. Mais voilà, l'or, pendant très longtemps, et jusque finalement il y a à peine 20 ans, ça ne valait pas grand-chose du côté des marchés financiers. Eh bien, les mondes changent. Voilà. Et donc, ça nous ramène à l'or. Donc, bon, ça ne se visitera pas. On a sorti quand même quelques exemples. Vous avez vu en bas, il y a un coffre blindé, tout ce qu'il y a de sécurisé, avec donc entre les 4 piliers au bas de l'escalier, avec les 8 médailles de la collection personnelle de l'empereur. Puisqu'il se trouve que par les hasards de l'histoire, la Banque de France a hérité d'une partie des médailles que faisait frapper l'empereur donc pour l'initiation au régime. Alors c'était pour commémorer les grands événements de son règne. Il se trouve qu'on en a 38 dans nos collections qui sont stockées à la souterraine, comme vous pouvez le deviner. Alors pour l'occasion et pour cette journée très particulièrement, on les en a fait remonter 8, les plus belles, et qui sont dans un coffre sécurisé. Et avec, on a rajouté une 9e, c'est la grande médaille de la Banque de France, qui a été frappée à 6 exemplaires en 1806. Le premier exemplaire, comme vous l'imaginez, a été remis à l'empereur, exactement. Le deuxième, au ministre des Finances. Le troisième, au premier gouverneur de l'époque. Ensuite, il ne s'est rien passé pendant une 50aine d'années. En 1866, l'impératrice Eugénie et le prince impérial sont venus à la Banque de France pour visiter la Galerie Dorée. Et les régents qui étaient très intéressés pour récupérer les tableaux de la Galerie Dorée qui avaient été saisis pendant la Révolution et envoyés au Louvre, au muséum, on disait à l'époque, et les récupérer, et se disait peut-être que l'impératrice sera sensible à notre cause.
Et donc, pour la mettre, pour attirer ses bonnes grâces, ils lui offrirent la 4e médaille. Donc, on n'a pas eu les tableaux. Hein. Ça, on a eu des copies. Voilà, on lui a donné une vraie médaille, mais on a eu des copies des tableaux, donc qui sont dans la Galerie Dorée. C'est pour ça que si vous voulez aller voir les vrais tableaux à l'origine, il faut aller au Louvre et puis dans 5 musées de province, alors Caen, Lille, Nantes, Nancy, Marseille et Lyon. Mais je referme la parenthèse. Et donc maintenant, il reste 2 exemplaires de cette médaille. Il y en a une qui est toujours à la souterraine et l'autre qu'on a remontée, qui est ici. Fait 250 grammes d'or. Bon, alors je vous laisse faire le calcul. Ça fait seulement. Alors, je suis fâché avec les chiffres ce matin. Ça doit faire 25. Alors, une once, c'est 32 grammes. Donc l'once est à 3000 $. On va dire que 250, c'est à peu près 320, hein, pour faire simple. Voilà. Donc on multiplie 3000 par 10 et puis on va défalquer. Voilà. Donc ça fait donc 30 000 hein 24 000. Alors allez, 24 000 valeur du métal, mais quand on l'avait exposé pour l'exposition Napoléon en 2021, eh bien, la valeur d'assurance, c'était un demi-million d'euros à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est dans un coffre bien sécurisé. Vous pourrez la voir tout à l'heure, ne pas la toucher. Voilà. Bon, ce qui nous amène à la fin de ces tables, et on va faire une table ronde maintenant. Merci.